On passe tout de suite à Guillemette Labadie pour la dernière présentation. Après ça, on récupérera ce temps-là dans la période de questions qui sera légèrement plus courte. Donc, Guillemette, merci de partager ton écran. Excellent pour une conférence où on va voir s'affronter des petites bêtes et des grosses. Donc, quand la petite bête menace la grosse, effet de la tordeuse des bourgeons d'épinette sur la survie et la répartition du caribou forestier et la dynamique du réseau trophique. À toi, Guillemette. Avec le micro, c'est mieux. Donc, merci beaucoup. Et puis, j'ai vraiment grand plaisir à vous présenter mon premier chapitre de thèse. Donc, pourquoi ça passe pas? Si. Bon, comme toutes ces présentations ont montré précédemment, on sait qu'avec l'augmentation des perturbations humaines, va y avoir une augmentation de végétation comme les feuillus, ce qui va attirer certaines espèces d'herbivores comme les orignaux par exemple, et ce qui va donc attirer localement certains prédateurs comme les loups. Cette augmentation de prédateurs va donc augmenter la pression de prédation pour certaines autres espèces qui sont ici dans mon étude, les caribous. Donc tout ce processus, c'est ce qu'on appelle la compétition apparente et c'est ce qui participe au déclin des caribous. Mais il y a d'autres facteurs qui peuvent générer des jeunes peuplements ainsi que des feuillus, c'est par exemple les épidémies d'insectes comme la tordeuse des bourgeons de l'épinette. La tordeuse des bourgeons de l'épinette, donc nous on s'est intéressé à la tordeuse de l'Est, donc en orange clair, donc qui va de l'Est à l'Ouest, qui est très répandue mais qui est une perturbation naturelle qui fait partie intégrante des écosystèmes forestiers. C'est une épidémie qui revient à peu près tous les 30 ans et une épidémie a actuellement lieu au Québec depuis 2006. Donc la tordeuse est un insecte défoliateur des sapins baumiers, mais aussi des épinettes lors des épidémies sévères. C'est un cycle annuel où les adultes vont déposer leurs œufs à l'été, les larves vont passer l'hiver sous forme de cocon et au printemps suivant, les larves vont émerger et se nourrir des jeunes bourgeons et des jeunes feuillages de l'année. Après une épidémie, si la défoliation se fait de manière consécutive d'année après année, souvent après 4 à 5 années, on va voir de la mortalité dans les peuplements et cette forte défoliation va donc créer des ouvertures de la canopée et augmenter la diversité des différents peuplements. Donc pourquoi on s'est intéressé à la tordeuse? Tout simplement parce que les épidémies d'insectes sont une perturbation naturelle qui est très importante dans les forêts d'Amérique du Nord. Elles affectent les cycles de croissance et de succession des forêts, mais aussi les changements climatiques vont avoir des impacts très importants sur la durée et la sévérité de ces ravageurs des forêts. Les changements climatiques vont fortement affecter l'hémisphère nord et on va voir que le Canada va voir ses températures augmenter de 2 à 6 degrés d'ici la fin du siècle. Les changements climatiques vont affecter la sévérité, la durée, mais aussi l'intensité des perturbations naturelles, comme par exemple les sécheresses, les feux de forêt, les épidémies d'insectes, mais aussi il va y avoir un effet sur la productivité primaire nette. Cela va avoir des conséquences pour les espèces et leurs habitats, et nous, on s'est intéressé aux épidémies d'insectes. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est prédit d'ici quelques années que les épidémies de tordeuses vont avoir lieu de plus en plus dans le nord. Donc on voit un gradient latitudinal assez prononcé. Et donc, vraiment à très court terme, les épidémies de tordeuses vont pratiquement impacter toute l'aire de répartition des caribous forestiers. Donc, comme je vous l'ai déjà montré, donc, il y a un processus de compétition apparente qui se fait via les perturbations anthropiques, et ça a été énormément étudié. Et donc, la tordeuse, elle, comme elle va aussi ouvrir la forêt et créer, probablement, va favoriser des peuplements, on se demande si elle va générer ce même processus de compétition apparente entre les orignaux et le caribou et leur prédateur commun, le loup. Donc, mon objectif était de déterminer l'impact des épidémies de tordeuses sur la répartition, la survie, mais aussi les interactions trophiques du caribou forestier. Donc,
Nos prédictions, c'est tout d'abord que la tordeuse va induire un processus de compétition apparente, donc entre l'orignal, le caribou et leur prédateur commun, le loup. Et notre première prédiction, c'est tout d'abord qu'avec la réduction de la canopée à forte sévérité, cela va engendrer une augmentation de feuillus. Donc, c'est ma première hypothèse 1. Donc, faible sévérité, moins de feuillus, c'est la partie bleue, et en vert, avec plus d'ouverture de la forêt, plus d'arbres morts et plus donc de feuillus. Cette augmentation locale de nourriture, finalement de ressources, devrait augmenter la densité des orignaux, c'est notre hypothèse 2, et cette augmentation locale de proie devrait augmenter donc la pression de prédation pour les caribous par le loup, c'est notre hypothèse 5. Surtout si loup et caribou vont sélectionner les mêmes habitats impactés par la tordeuse, donc c'est notre lien 3 et 4. De plus, on estime un effet cumulé des coupes de récupération, car justement, quand il y a une forte épidémie d'insectes, les forestiers vont essayer de récupérer les forêts pour ne pas perdre finalement de matière ligneuse, et cela va impacter la structure de la forêt parce qu'il va y avoir en plus une création de routes, et l'ouverture de la forêt serait plus importante, donc avec une potentiellement plus grande augmentation de la nourriture pour les orignaux. Donc, on pense que les perturbations anthropiques devraient exacerber cet effet de compétition apparente. Donc, pour la tordeuse, on s'est intéressé donc, à l'épidémie qui est à Québec donc, depuis 2006. Donc, on peut voir un fort gradient latitudinal. On a utilisé des données de défoliation de sévérité par les relevés aériens et on a utilisé un indice de sévérité cumulé, c'est-à-dire pour prendre en fait l'effet du temps en compte. Enfin, on a utilisé des données de coupe de récupération. C'est-à-dire que si, par exemple, un peuplement a été au moins une année impacté par la tordeuse, puis coupé, nous avons déterminé ça comme une coupe de récupération. Ensuite, pour pouvoir mettre en lien donc la sévérité cumulée et la disponibilité en feuillus, nous sommes allés échantillonner plusieurs parcelles, donc vraiment sur le gradient latitudinal nord-sud, pour mettre en lien justement cette disponibilité de feuillus par rapport à la sévérité. Pour les données d'orignaux, on a utilisé des relevés aériens qui ont déterminé la densité des orignaux dans la zone de chasse 18, donc comme on peut voir sur la carte à gauche, en 2006, donc au tout début de la tordeuse, et en 2018, donc quand la tordeuse a vraiment été présente dans cette zone. On a utilisé finalement les données qui sont juste qui intersectent notre zone d'étude, donc en pointillé, et la zone de chasse 18 au sud. Pour les données de caribou, on a utilisé des données de 2005 à 2018, ainsi que pour les loups, et on a utilisé seulement la saison pour l'hiver. Afin de déterminer nos hypothèses 3 et 4 de sélection d'habitat et voir si la tordeuse avait un impact sur la sélection pour ces individus, donc on a utilisé une fonction de sélection de ressources donc pour savoir comment les individus utilisaient des ressources en fonction de leur disponibilité, puis savoir s'il y avait une sélection ou un évitement. Donc pour cela, on a regardé différents types de couverts, donc qui soient perturbés, donc avec des coupes, les routes, les feux, mais aussi les parcelles avec la sévérité cumulée de la tordeuse et les coupes de récupération. Puis on a aussi regardé les couverts qui n'ont pas été impactés, comme les forêts de conifères, les forêts mixtes, les zones ouvertes et autres qui sont souvent les plans d'eau ou les zones rocailleuses. Enfin, pour pouvoir comprendre donc, notre hypothèse 5 sur la pression de prédation, on a regardé comment l'utilisation des individus, enfin des caribous, entre individus morts et individus vivants pouvait varier et s'il y avait un effet de différentes perturbations, coupe, route, feu, mais aussi la sévérité cumulée de la tordeuse et les coupes de récupération. Donc, pour venir au résultat, tout d'abord, ce qu'on a montré, c'est qu'il y avait une relation positive entre la sévérité cumulée de la tordeuse et la disponibilité en feuillus. Donc, en fait, plus il y a l'épidémie est longue et sévère, plus on va avoir une quantité de feuillus importante dans les zones. Donc, on valide bien notre hypothèse 1 que plus la sévérité est importante, plus on aura des ressources disponibles pour les orignaux. Ensuite, pour notre hypothèse 2, on a regardé les différences de densité entre 2006 et 2018. Que ce soit dans la zone, zone de chasse 18 ou l'intersection avec notre aire d'étude, on peut voir qu'il y a globalement une augmentation de densité des orignaux.
On a aussi essayé de mettre en relation donc, la densité en fonction de la proportion de feuillus et la sévérité cumulée. Et donc, on voit un lien positif entre la densité des orignaux et la disponibilité de végétation feuillue dans les parcelles. Cependant, il n'y a pas de lien détectable avec la sévérité cumulée de la tordeuse. On peut cependant mettre en relation la densité des orignaux avec une variable qui touche la tordeuse, c'est les coupes de récupération. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en 2018, donc les box plots bleus, il y a une augmentation de la densité entre les parcelles où il y avait une faible proportion de coupes de récupération par rapport à celles où il y avait une plus forte proportion de coupes de récupération. Donc, on voit une densité finalement qui a augmenté localement et cela peut être aussi mis en évidence si on regarde les deux box plots rouges et bleus complètement à droite, donc dans les parcelles qui ont été désignées comme ayant eu une forte proportion de coupes de récupération en 2018, qui a bien eu une augmentation en 2018 par rapport à 2006. Donc, notre hypothèse 2 est bien validée par rapport au fait qu'il y a un effet de la végétation, mais surtout que ça va être exacerbé par les coupes de récupération, donc l'impact humain. Ensuite, pour les hypothèses 3 et 4, donc notre fonction de sélection pour la sélection d'habitat, donc globalement, on voit que les orignaux, les caribous et les loups évitent les coupes, mais il y a une différence car les loups se mettent à sélectionner les coupes de récupération. Et les caribous, eux, évitent encore plus ces coupes de récupération. Donc, il y a bien un effet de ces perturbations anthropiques. Ensuite, lorsqu'on regarde au sein de cette sélection d'habitat la différence entre individus morts et vivants, on voit que les individus morts vont sélectionner plus fortement les parcelles de sévérité cumulée plus fortes. Et cependant, on voit un même évitement entre les individus morts et les individus vivants pour les coupes de récupération. Donc là encore, on met en évidence un effet de la tordeuse sur la sélection d'habitat et aussi des coupes de récupération. Guillemette, on va te demander de conclure en 1 minute, s'il te plaît. OK. Donc, pour la survie des caribous, ce qu'on montre, c'est qu'il y a un fort effet de la coupe de récupération. Et enfin, on voit un effet donc indirect des épidémies de tordeuses qui doit être considéré dans les plans de restauration des caribous. Enfin, on voit une compétition apparente qui a été retardée, qui dure sur le temps dû au fait que les épidémies d'insectes, ça ne se fait pas à un instant T. Et enfin, on voit un effet cumulatif des coupes de récupération qui devrait être pris en compte, car avec les changements climatiques, on va voir donc que la sévérité va changer avec les changements climatiques. Merci beaucoup. Excellent, merci beaucoup, Guillemette. C'est toujours un défi de réussir à rentrer autant de matériel en si peu de temps. Donc, bravo à nos 4 conférenciers, conférencières de ce matin. C'est maintenant le moment d'ouvrir la période de questions. Il nous reste 18 minutes. Je vais vous demander, si vous le souhaitez, de lever la main et on va donner la parole. Vous inviterez à poser vos questions à l'oral. Donc, première question par Yann Boulanger, aussi appelé DJ Météo. Donc, Yann, à toi. Salut tout le monde. Merci beaucoup pour vos présentations. C'était vraiment super intéressant. Moi, j'avais une question. En fait, je pense que ça s'adresse aux 3 conférenciers donc Clémentine, Rebecca et Fabien, qui ont parlé de la restauration des chemins après pour justement favoriser le caribou. Moi, je me demandais, je sais qu'il y a beaucoup de restauration de sites miniers, entre autres. En fait, j'imagine que c'est beaucoup basé sur des études qui ont été faites sur la restauration de sites miniers ou d'endroits qui ont servi, par exemple, pas de dépôt à sable, mais des fois, on voit ça sur le long des routes, là, des sites qui sont restaurés où on a pris du sable. Puis bon, ils sont beaucoup restaurés avec des zones, justement. Puis les zones, c'est bon parce que ça fixe l'azote, mais une aulnaie, ça reste une aulnaie fucking longtemps. C'est genre, ça peut rester là pendant des centaines d'années éventuellement. Donc, ça fait en sorte que la régénération revient difficilement, la régénération naturelle revient difficilement. Est-ce que vous êtes au courant, donc c'est comme un long préambule de ma question, là, mais est-ce que vous êtes au courant s'il y a d'autres techniques qui peuvent être utilisées pour mieux fixer l'azote sans nécessairement que ce soit des zones? Je pense entre autres
à la luzerne ou à d'autres légumineuses, par exemple, qui peuvent être utilisées qui pourraient être utilisées de façon concurrente là, avec la plantation, par exemple, d'épinettes en même temps pour favoriser l'apport en azote dans les sols. Puis je me demandais si ça aussi, ça avait été employé, là, si vous êtes au courant, là, dans les restaurations de cypriniers, par exemple. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont plus familiers avec ce genre de choses-là. Ben, je peux commencer, mais pour dire que je ne suis pas familier avec la fixation d'azote. Fait que non, je ne sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait être utilisé pour fixer l'azote. Peut-être que les autres ont une meilleure réponse que ça. Moi non plus, là, avec l'azote, j'ai pas regardé vraiment ça. J'ai vu des études, par contre, qui ont démontré que des sols qui ont plus d'azote ou d'autres nutriments, ça allait favoriser des herbacées qui allaient pouvoir plutôt, au contraire, nuire aux épinettes. Si le but, c'est de favoriser la plantation d'épinettes, dans ce cas-là, ce serait peut-être pas la meilleure idée de favoriser l'azote, à moins que ce soit des espèces qui puissent limiter la croissance d'herbacées ou d'autres espèces qui pourraient compétitionner avec l'épinette, en même temps des espèces qui restent basses. Mais j'ai pas plus d'informations que ça pour ta question. Clémentine, tu veux compléter? Je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Moi, j'avais vu des études de démantèlement de chemins, mais en BC, mais là, c'était pour l'érosion des pentes. Donc, ils enlèvent la route pour justement éviter que ça s'érode trop. Puis, effectivement, ils mettent des herbacées d'abord. Puis, une fois que ça s'est établi, ils plantent des arbres. Donc, genre, pour que ça mette un certain couvert, déjà parce qu'ils veulent un effet rapide. Et un effet rapide avec des herbacées, ça fonctionne bien. Mais après aussi, une autre technique qui se fait, c'est de faire du rabattage de débris ligneux sur les lignes pour apporter de la matière organique et donc des nutriments aussi dans le sol. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué sur les chemins forestiers, par exemple, qui viennent d'être faits pour une coupe, parce qu'il y a eu coupe. Donc, rabattre des débris ligneux alors qu'il y a déjà eu de la coupe, des fois, c'est un peu plus compliqué, mais c'est une technique qui est réalisée sur les lignes sismiques, justement, en Alberta. C'est ça, au moment en fait, où ils finissent de faire toutes les préparations mécaniques avant de planter, ils abattent des arbres sur les bords des routes, des lignes, pour justement apporter plus de matière organique puis plus de nutriments, parce qu'effectivement, sinon, c'est ce qui manque. Parce que je me demandais, dernière sous-question vraiment rapide, peut-être Clémentine, tu es plus en mesure de répondre à ça, mais est-ce qu'il y a eu un lien qui a été fait aussi avec les mycorhizes? Ou, je ne sais pas exactement si les mycorhizes sont impliquées, je ne me souviens plus là, pour l'épinette noire, ou je ne sais pas si c'est des endos, des ectomycorhizes, mais dans les chemins, j'imagine que ça a tellement été perturbé que ces mycorhizes-là ne sont plus présentes. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut influencer la croissance subséquente. C'est exactement ce que je suis en train de me demander en ce moment, c'est ce que je regarde en ce moment. Parce qu'effectivement, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, peut-être d'inoculer les plants pour justement leur permettre de mieux capter les nutriments, parce que vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Après, c'est un milieu qui est très sec, parce que c'est du sable. Donc, je me demande à quel point ça pourrait être efficace. Pour le moment, il y a eu beaucoup d'études, mais plus dans des milieux pollués. Donc, généralement, le sol, même s'il est pas... La contrainte, c'est la pollution, c'est pas tant la nature du sol en lui-même. Donc, j'avoue que je ne sais pas comment ça pourrait être appliqué pour les chemins forestiers, mais je pense que c'est quelque chose à regarder pour la suite. Il y aura un bon lien à faire avec Premier Tech de Rivière-du-Loup, en tout cas, je trouve. Merci beaucoup. On va continuer parce qu'il y a des questions qui s'accumulent. Donc, on va aller avec Arnaud, suivi de Yann. Puis après ça, j'ai 2 questions dans le chat. Donc, Arnaud, à toi. Oui, cette question concerne plutôt Rebecca et Clémentine. J'ai peut-être manqué, mais avez-vous appliqué un traitement fermeture par la circulation et simplement ensuite replanté dans le chemin, dans le chemin brut? Dans mon cas, là, tous les chemins qui ont été plantés ont été décompactés. Fait que j'ai pas testé la plantation dans des chemins qui étaient encore compactés. Sur mon dispositif, ça a été fait, mais en fait, la plantation directe, on va dire que dans 80% des cas, ça a été fait sur des chemins divers. Donc là, il n'y a pas eu de préparation mécanique, c'est direct la plantation. Et sur quelques chemins abandonnés, donc c'était des chemins qui étaient moins utilisés, ça a été fait. Et ça ne semblait pas très efficace visuellement. OK, parfait. Puis ensuite, j'en ai une pour Fabien. Tes milieux humides, c'était généralement des tourbières?
Oui, ma catégorie milieu humide, j'ai regroupé les tourbières, là, les bogues, les fans, puis les marais aussi, mais surtout des tourbières, ouais, parce qu'il y avait de la sphaigne puis des éricacées. OK, c'est bon. Super. Donc, on va aller à Yann Boucher maintenant. Oui, bonjour. Merci. Très bonne présentation, les trois. Il Mes était questions. 4, Yann. Ah, ben j'en ai manqué quelques-unes. Je me suis promené d'une salle à l'autre, puis peut-être que j'ai mal. Peut-être des réponses qui ont été répondues. Là, mais en tout cas, ce que je voulais savoir, c'est Clémentine, pourquoi le mélèze? Puis, dans le fond, aussi l'épinette noire, là, tu ne penses pas qu'il pourrait peut-être, tu sais, souvent, là, les premières années, un petit choc là, de plantation. Tu sembles le mettre l'enlever un petit peu dans tes choix, tes options sylvicoles. Là. Mais pourquoi le mélèze? Puis qu'est-ce que tu penses là, de l'épinette noire là, à moyen terme? Qu'est-ce qui pourrait se passer là, de différent si tu reviens dans 5 ans ou 10 ans? On espère revenir dans 5 ans. En fait, donc c'est pas moi qui ai choisi les espèces. Moi, je suis arrivée sur le dispositif était déjà fait. Et visiblement, la raison du mélèze, c'est parce qu'il était disponible, entre autres, et que c'est une espèce qui est censée avoir une large gamme de conditions de vie. Donc, ça peut être intéressant de le tester parce que justement, il est capable de s'adapter à des milieux plus ou moins riches en eau ou sec. Donc, ça pouvait être un choix intéressant. En l'occurrence, sur notre dispositif, ça n'a pas bien marché. Et pour l'épinette, c'est sûr qu'il y a un choc de plantation. On le sait, l'épinette, dès qu'elle arrive sur un site, elle met plusieurs années à s'établir, à avoir une bonne concentration en nutriments, puis à entamer une phase de croissance. Donc, c'est aussi, ça serait un bon candidat, mais peut-être plus tard. C'est pour ça que le pin gris, lui, il est capable d'être plus rapide, de s'installer plus rapidement. Et je serais curieuse d'aller voir dans 5 ans comment ça se passe. Déjà, en fait, il s'avère que je suis retournée sur le site une année d'après, juste l'année d'après. Et visuellement, on n'a pas fait d'analyse foliaire parce qu'on est un peu limité dans le temps, mais ils étaient déjà beaucoup moins décolorés. Donc, ça laisse suggérer que probablement dans les années à venir, je pense que l'épinette, elle s'établira largement mieux que le mélèze. Déjà, au niveau racinaire, ça s'est vu. L'épinette, elle s'était déjà bien installée, même s'il avait été attaqué par la tordeuse au niveau aérien. Elle avait produit un beau système racinaire, elle s'est bien installée, tandis que le mélèze, c'était plus compliqué. Donc, ouais, je pense que dans les prochaines années, ça sera intéressant à suivre. Merci. Excellent. Une question de Dan Nisha maintenant qui s'adresse particulièrement à Fabien, mais j'invite les autres aussi à commenter si vous le souhaitez. Dan nous dit, pour éviter la compaction des routes, Fabien, tu recommandes plus de chemins d'hiver. Si les changements climatiques minimisent ou, je dirais, raccourcissent la saison hivernale, as-tu d'autres suggestions que de construire des chemins d'hiver pour minimiser la compaction? Bonne question. Je pense que dans un monde idéal, si on pouvait, on ferait le moins de chemins possible. Les chemins d'hiver pourraient être une bonne idée pour limiter la compaction, mais sinon, je ne suis pas très au courant de toutes les méthodes de construction des chemins qui existent pour limiter la compaction. J'ai tendance à dire que je ne sais pas et que ça pourrait être étudié davantage, voir différentes méthodes. Est-ce que ça influence la régénération après leur utilisation? C'est quelque chose que je n'ai pas pu tester d'ailleurs, si les méthodes de construction des chemins avaient évolué dans le temps, si ça peut avoir un effet sur la régénération. Mais ouais, en dehors des chemins d'hiver, je ne sais pas si les autres ont peut-être des suggestions, mais peut-être que dans la mesure du possible, moins mettre en forme l'assise du chemin, puis moins compacter, moins intervenir le moins possible, mais il faut quand même que les camions soient capables de se déplacer. Je ne sais pas. Est-ce que nos 3 autres conférencières veulent commenter? Comme Fabien, je ne connais pas trop les principes de construction des chemins, là, puis je ne sais pas un peu le ratio là, vs le poids des camions, puis comment que le chemin doit être solide. Là, donc, ça serait difficile là, pour moi de répondre à ça. Clémentine, Guillemette? Je ne suis vraiment pas spécialiste non plus là, des routes. J'étais plus tordeuse dans mon... Donc, je préfère laisser en effet les spécialistes répondre. Il me semble qu'au MFFP, ils sont en train de tester d'autres approches, mais c'est plus pour permettre une restauration plus rapide derrière, par exemple. Souvent, ce qui coûte cher dans la restauration des routes, c'est le retrait des ponceaux. Et donc, ils sont en train de vérifier s'il n'y aurait pas des techniques un peu plus pratiques à retirer une fois que le chemin pourrait être démantelé juste après sa réalisation. Mais je ne sais pas exactement quel type de chemin ils sont en train d'étudier, mais il me semble qu'il y a un projet qui est en train de se réaliser là-dessus.
Excellent. Donc, je sais qu'il y a des gens qui m'écrivent dans le chat pour me dire qu'ils ont la main levée depuis plusieurs minutes. J'arrive à vous, inquiétez-vous pas, mais il y a une liste de priorités, là, des gens qui ont qui ont posé des questions avant. Donc, une question pour les 4 maintenant. Clément Hardy vous demande, pour réduire la quantité de chemin dans le paysage, on pourrait faire beaucoup de coupes à blanc sur des zones de coupe très larges, donc pas de mosaïque. Est-ce que c'est une stratégie comme celle-ci? Est-ce qu'une stratégie comme celle-ci impacterait le caribou et comment, selon vous? Je peux, si vous voulez, commencer, parce que c'est vrai que c'est un des sujets qui a été étudié par une de mes collègues récemment, où en effet, les coupes larges, larges agglomérations fonctionneraient mieux pour la survie du caribou. Mais en fait, je fais aussi des simulations, moi, dans le futur, avec changement climatique, etc. Puis en fait, on voit que dans le futur, ça va être très compliqué parce que, certes, ça réduit tout l'effet de bordure, finalement, en agglomérant à la fois les routes et les coupes. Mais c'est qu'avec actuellement, il y a eu tellement de coupes dans le sud qu'on va avoir un lag biologique dans le futur qui fait qu'il va y avoir beaucoup d'enfeuillements, puis ce n'est pas forcément des peuplements qui vont pouvoir être recoupés. Donc en fait, ça pousse les coupes à vraiment monter très fortement dans le nord, puis ça va être cumulé avec les feux. Et donc en fait, finalement, certes, c'est mieux, mais il va y avoir tellement d'impact après dans le futur, que ce soit les épidémies d'insectes et les feux, que je pense qu'on perd cet avantage de l'agglomération, des coupes et des chemins. Puis surtout, c'est ça, c'est que dès qu'il y a eu des feux ou des épidémies d'insectes, les forestiers vont finalement rediriger les lieux de coupe. Et puis donc, ils vont aller aussi impacter des milieux qui n'étaient pas prévus initialement à la coupe. Donc finalement, ça s'étale, même si on souhaite agglomérer. À l'avenir, on perd vraiment tout cet effet et il y a une densité de route qui devient très, très intense. D'autres réponses de la part de nos conférencières? C'est une bonne réponse, mais basée sur mes expériences, c'est un peu dur à dire. Les chemins ont des effets négatifs, oui, pour le caribou, mais les coupes ne sont pas sans effet non plus. Puis des grosses coupes aussi pour le caribou, ça a un effet assez négatif. Fait que là, de savoir c'est lequel qui est le pire des deux, c'est une bonne question, je pense. Est-ce qu'on est mieux de couper moins, mais faire plus de chemin pour aller chercher du bois un peu partout, ou faire comme Clément suggère, peut-être couper plus, mais faire moins de chemin? Je pense il y a une notion à l'intérieur de ça là, que je vois que j'ai utilisé ma prérogative d'animateur. On dirait qu'on s'attache au paradigme de conserver exactement le même volume récolté, OK, qui pourrait lui aussi être remis en question si on veut réussir à conserver du caribou. Écoutez, Yann a la main levée, mais parce que sa main s'est levée en même temps qu'une demande par texte, par le chat, je vais demander à Étienne Kachaka de donner sa réponse, de sa question, s'il vous plaît. Tu as raté Louis Imbeau aussi qui a posé une question à 9h45. Oui, j'irai voir ça tout à l'heure, effectivement. Bon. Mais Étienne Kachaka, est-ce que tu es dans la salle? Étienne ne semble pas là. OK. Bon, dans ce cas-là, on va passer à la question la deuxième question d'Yann Boucher, puis je m'en vais chercher dans le chat la question de Louis Imbeau aussi. Oui, ma question s'adresse à Clémentine, peut-être aux autres. Est-ce que les gens ont contrôlé là, pour la classe de chemin que vous avez restaurée? Parce que les chemins d'hiver, évidemment, c'est des chemins de récolte, des chemins tertiaires, là, les derniers qu'on va réaliser là, pour aller chercher le volume, tandis que les autres classes sont en gravier et sont beaucoup plus compactées. Puis je trouvais bizarre un peu aussi la méthode. Comment tu as évalué la compaction? Là, parce que, dans tes trucs, là, mais je voulais savoir si tu avais contrôlé pour les classes de chemin. Puis je suis un peu surpris là, des niveaux de compaction qui reviennent. C'est-tu parce que le traitement n'était pas convenable ou c'était-tu trop léger? C'est sûr, c'est du gravier, là, puis du sable. Puis ça reste un peu là, dans le même état, là, mais j'aimerais ça que tu me répondes. Oui, les chemins, ils avaient été caractérisés avant la réalisation des travaux par le FFP. Puis, effectivement, c'était des chemins qui étaient quand même une grosse couche de gravel et qui étaient bien aménagés. Et en fait, c'est ça, c'est que vu que le substrat, c'est de la gravel puis du sable, on a vu beaucoup d'érosion, en fait. Donc, 2 ans après la fin des travaux, il n'y a plus, visuellement, on la voit déjà plus, la préparation mécanique. Donc, je pense qu'en fait, ça se finit par s'éroder et par se tasser de nouveau au fil du temps. Et
Et c'est pour ça que le taux de compaction revient comme ce qu'il était initialement, parce que le sable tout seul ne peut pas tenir suffisamment pour rester un peu plus aéré, puis ça finit par s'éroder au fil du temps. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, puis les classes de chemin, est-ce que tu as contrôlé pour ça? En fonction de si c'est un primaire ou un tertiaire, va avoir un niveau de compaction vraiment différent, ou en tout cas un taux de gravier, tout ça, beaucoup plus important qu'un chemin d'hiver. Le chemin d'hiver, c'est pas du tout la même chose. Le chemin d'hiver, c'est presque un beau petit jardin, on va planter, puis tout est beau, là. On fait ça en mitaine. Mais c'est pas la même chose si c'est un primaire, là, tu vas avoir besoin d'une bonne pelle mécanique là, pour t'aider. Je ne me souviens plus exactement, mais il me semble qu'on était classe 3 ou classe 4 pour tous les chemins du dispositif, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est des chemins de récolte, mais ce n'est pas des chemins d'accès, ce n'est pas des grands, ce qu'on appelle des chemins principaux. Il n'y a rien de ça. Oui, je pense qu'en moyenne, ils avaient mesuré la largeur des chemins, on était sur autour de 6 mètres de large. Donc, oui, c'est pas très large. Ouais, OK. Non. On va passer vers la dernière question qui est dans le chat. Question de Louis Imbeau. Fabien, as-tu distingué l'aune crispée de l'aune rugueux dans tes analyses? L'aune crispée colonise les anciens chemins sablonneux, le rugueux davantage les chemins plus humides. Oui, je les ai tous inclus ensemble, mais la grosse majorité, c'était de l'aune crispée. En fait, mes chemins où j'avais de l'aune, là, c'était surtout sur la Côte-Nord. Puis c'est ça, on l'a peut-être vu un peu sur les photos, là, mais c'est vraiment des chemins secs et très compactés. C'était pas quelque chose en milieu humide où l'aune rugueux pourrait être davantage retrouvée. Mais j'ai quand même tout mis ensemble, vu qu'il n'y avait pas beaucoup. OK. Est-ce qu'il reste une dernière question? On aurait le temps pour une petite question rapide? Non? OK. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation à cette session sur le caribou forestier. Merci à nos 4 conférenciers, Rebecca, Fabien, Clémentine et Guillemette.